J'ai laissé entrer ma sœur sans abri. Elle a volé les 2 500 $ du fonds de Noël de mes enfants, puis s'est enfuie. Sa confession glaciale m'a profondément choqué. On n'oublie jamais le moment où notre monde cesse de sembler sûr. Pour moi, ce fut un sac à main, un sac vide, caché tout au fond de mon placard, là où personne d'autre n'était censé aller. Ce sac contenait 2 500 $, de l'argent que j'avais mis 10 mois à économiser en silence, des sacrifices invisibles aux yeux des autres. Éviter les plats à emporter, annuler des sorties, préférer le stress au sommeil. Tout ça pour offrir à mes 3 petites filles un Noël mémorable. Un peu de magie, quelques étincelles, un peu de joie. Tout disparu. Chaque dernier dollar, volé. Et celle qui l'a pris? Ma sœur, Sarah. La même Sarah à qui j'avais ouvert ma porte. Celle que j'avais nourrie, soutenue, consolée quand sa vie s'était effondrée. Celle qui est venue vers moi avec son fils de 3 ans dans les bras, disant qu'elle n'avait nulle part où aller. Je l'ai laissée entrer, sans hésiter. Mère célibataire à mère célibataire. J'ai partagé ma maison, ma nourriture, mon quotidien. J'ai pris en charge les allers-retours à la garderie. J'ai réorganisé ma vie pour l'aider à retrouver pied. J'ai étiré un budget qui m'étouffait déjà. Et voilà sa façon de me remercier. Elle m'a volé, pas par accident, pas dans un moment de désespoir. Non, elle et son copain Ryan ont forcé la serrure de ma chambre fermée à clé. Ils ont ouvert la porte. Ils sont entrés dans la seule pièce que je gardais pour moi. Et ils sont restés là près d'1 heure, fouillant mes tiroirs, mes souvenirs, ma vie, à la recherche de ce sac. Les images de la caméra de surveillance ne mentent pas. Je les ai regardées, encore et encore, ses yeux qui bougent que nerveusement, ses lèvres serrées, ses mains qui agissent avec précision. Pas de chaos, de la méthode. Comme s'ils avaient répété ça. Comme s'ils l'avaient déjà fait. Et moi, debout là, à revoir ça encore et encore, tout ce que je ressentais, c'était une chaleur, une rage lente, profonde et brûlante, qui montait dans ma poitrine jusqu'à m'empêcher de respirer. Ce n'était pas juste un vol. C'était une trahison froide et calculée. Sarah n'avait pas juste pris de l'argent. Elle avait volé le rire de mes filles, leur excitation, l'éclat dans leurs yeux quand elles voyaient les cadeaux sous le sapin. Elle leur avait tout arraché. Elle avait violé cet espace sacré que j'avais construit de rien pour mes enfants. Le face-à-face fut flou. Au début, les mensonges. Tu as dû le mettre quelque part. Puis la panique. Puis les larmes. Des larmes de crocodile. Puis les excuses. Tu ne sais pas ce que j'ai traversé. Comme si son chaos justifiait de détruire le mien. Elle a essayé d'impliquer nos parents, tisser une petite toile triste de rancunes anciennes, de blessures d'autrefois. Tenter de faire de cette histoire celle de tout le monde. Mais ça ne parlait pas du passé. Ça parlait du présent, de Noël, de 3 petites filles qui n'avaient rien fait de mal. Et de son choix, ce choix égoïste, cruel, irrémédiable, de leur voler quelque chose de beau. Et pourquoi? De la malbouffe, des plaisirs bon marché. Elle l'a avoué plus tard, comme si ça adoucissait le coup. On avait juste besoin d'une soirée normale, disait-elle. Normale? Normal, ce n'est pas voler le sac de ta sœur pendant qu'elle couche ses filles. Je ne sais pas ce qui s'est brisé ce jour-là, ma confiance ou mon idée de ce que signifie famille. Mais je sais une chose. Ce fut la dernière fois que Sarah a mis les pieds chez moi. Et le jour où j'ai arrêté de confondre le sang avec la loyauté. Parce que certaines trahisons sont trop précises, trop cruelles, pour jamais être pardonnées. Et certaines cicatrices ne cessent jamais de brûler. Les semaines qui ont suivi l'arrivée de Sarah furent un mélange étrange d'optimisme forcé et d'un malaise sourd que je n'arrivais pas à chasser. Je me suis investi à créer un environnement accueillant, achetant un petit lit pour son fils Michael, veillant à ce que mes filles partagent leurs jouets, essayant de recoudre ce morceau fracturé de ma famille pour en faire quelque chose d'entier. Michael était un enfant adorable, toujours les yeux grands ouverts et des sourires timides. Et mes filles, bénies soient-elles, ont en majorité apprécié la présence d'un petit cousin. Mais Sarah, c'était une autre histoire. Il y avait en elle une agitation, un courant subtil de mécontentement sous sa gratitude apparente. Les petites choses ont commencé à sembler bizarres. L'argent que je laissais sur le plan de travail pour les courses était un peu moins que ce dont je me souvenais. Ma fille aînée, Maya, m'a dit que tante Sarah avait emprunté sans demander son lisseur cher et l'avait rendu avec une nouvelle éraflure sur la plaque en céramique. Insignifiant peut-être,
pris isolément. Mais ces petits faits s'accumulaient, comme des coupures minuscules, chacune une petite piqûre d'irritation. Puis est arrivé Ryan, le copain de Sarah. Je ne l'avais rencontré que 2 fois avant que Sarah emménage, et ma première impression n'était pas très bonne. Il avait ce genre d'allure arrogante qui semblait toujours vouloir compenser quelque chose, un regard qui te jaugeait constamment. Sarah minimisait sa présence, disant qu'il était juste présent pour elle. Mais rapidement, présent est devenu une présence quasi permanente chez moi, surtout quand je travaillais. Je rentrais et le trouvais affalé sur mon canapé, regardant la télé, l'air chargé de son parfum bon marché. J'avais dit à Sarah d'abord doucement que ça ne me mettait pas à l'aise qu'il soit là sans surveillance, surtout avec les enfants. Il essaie juste d'être là pour moi, sœur, se plaignait-elle, ses yeux devenant troubles, avec cette posture de victime que je commençais à reconnaître. Tu ne veux pas que j'aie un peu de soutien? La manipulation était subtile, une légère pression sur la culpabilité. J'ai cédé, mais le malaise s'est transformé en un nœud froid dans mon ventre. Ce n'était pas seulement sa présence, c'était l'atmosphère quand il était là. L'air devenait plus lourd, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mes filles devenaient plus silencieuses, plus repliée sur elle-même en sa présence. Un soir, ma deuxième fille, Lily, 8 ans, habituellement très bavarde, est venue vers moi, les yeux grands ouverts, inquiète. Elle a chuchoté qu'elle avait vu Ryan regarder dans l'encadrement de ma chambre quand il croyait que personne ne regardait. Il avait l'air sournois, maman, a-t-elle dit, le front froncé. J'ai essayé de la rassurer, de rejeter ça comme un malentendu, mais ces mots faisaient écho à mes propres alarmes intérieures. J'ai commencé à remarquer de petits objets déplacés dans ma chambre, des choses que seul moi touchais. Un livre légèrement décalé sur ma table de nuit, un flacon de parfum déplacé d'1 centimètre vers la gauche. Paranoïa, me disais-je. Tu es stressé. Mais ce sentiment persistait, une démangeaison tenace que je ne pouvais pas gratter. Je suis revenu parler à Sarah de Ryan, cette fois plus fermement. Il doit respecter mon espace, Sarah. C'est chez moi, et ma chambre est interdite quand je ne suis pas là, et il ne devrait pas être là tous les jours. Elle a fait semblant de regretter, s'est excusée abondamment, a promis que ça ne se reproduirait plus. Pendant un temps, les visites de Ryan se sont faites plus rares. La tension dans la maison s'est un peu apaisée. J'ai presque cru qu'on avait tourné la page. Presque. La paix précaire ne dura, comme prévu, pas longtemps. Le calme avant la tempête, c'est toujours ainsi. Quelques semaines après ma discussion ferme avec Sarah à propos de Ryan, j'ai commencé à remarquer un mépris plus évident de mes limites. Ce n'était plus seulement des objets déplacés, c'était une invasion systématique de mon espace personnel. Je retrouvais mes produits de salle de bain, mon shampoing, mon après-shampoing, le nettoyant visage coûteux que je m'offrais rarement, presque vide, bien plus tôt que prévu. Quand je demandais à Sarah, avec détachement, si elle avait vu quelqu'un les utiliser, elle feignait une innocence naïve. Oh non, sœur, pourquoi ferais-je ça? J'ai mes propres affaires. Pourtant, ces affaires semblaient toujours intactes, accumulant la poussière dans le petit placard que j'avais libéré pour elles. Mes filles n'utilisaient pas mes produits. Elles avaient leur version adaptée aux enfants. Le compte ne collait pas, comme on dit. Les excuses étaient toujours fragiles, offertes facilement, et tout aussi facilement percées à jour si on y regardait de près. Le problème, c'est que j'étais fatigué de devoir regarder de près, fatigué de cette vigilance constante chez moi. Un samedi, je faisais un grand ménage, un rituel thérapeutique pour moi, et j'ai décidé enfin d'organiser le placard à linge. Derrière une pile de vieilles serviettes, j'ai trouvé une petite trousse de maquillage inconnue. Curieuse, je l'ai ouverte. À l'intérieur, parmi quelques glosses bon marché et une palette d'ombres à paupières fissurées, se trouvaient plusieurs de mes produits de maquillage. Un mascara haut de gamme que j'utilisais rarement, un rouge à lèvres d'une teinte précise que je cherchais depuis longtemps, même un petit flacon de spray fixateur en format voyage. Ce n'étaient pas des choses qu'elle aurait pu emprunter par accident. C'étaient des objets pris délibérément et cachés. Une vague froide de colère mêlée à une lassitude résignée m'a submergé. Ce n'était pas la valeur des objets, c'était la tromperie. Ce vol décontracté venant de quelqu'un pour qui je faisais tant de sacrifices. J'ai confronté Sarah en posant la trousse sur la table de la cuisine entre nous. Son visage a traversé un éventail d'émotions, surprise puis un éclat de colère, avant de s'installer dans une défense boudeuse. « Oh, s'il te plaît, a-t-elle ricané. Ce n'est que du maquillage. Tu en as tellement. Moi, j'ai presque rien de joli. C'est quoi le problème ?» L'impudence dans sa voix, la façon dont elle retournait son vol en manque supposé de générosité de ma part, c'était exaspérant. « Le problème, Sarah, ai-je dit d'une voix dangereusement calme,
C'est que c'est mon maquillage, que tu l'as pris sans demander et que tu l'as caché. Ça s'appelle voler. Elle a roulé des yeux de façon dramatique. Mon Dieu, t'es trop tendue. Bon, désolé. Tu es contente? C'était le genre d'excuses qui n'en sont pas, juste des mots balancés pour clore une conversation gênante. La goutte d'eau, celle qui m'a fait réaliser que la situation était intenable et que j'avais besoin de preuves concrètes de ces intrusions dans mon espace privé, est arrivée une semaine plus tard. J'avais un petit réveil digital pas cher sur ma table de nuit. Il affichait l'heure d'une manière spécifique, avec un réglage de luminosité particulier que je préférais. Un soir, rentrant d'un service tardif, épuisé, j'ai regardé l'horloge et j'ai remarqué que la luminosité était réglée au maximum, tellement qu'elle m'éblouissait. Et l'alarme, que je ne réglais jamais parce que mon téléphone faisait office de réveil, était inexplicablement programmée pour 3h du matin. Mon sang s'est glacé. Il n'y avait aucune raison que quelqu'un, surtout mes enfants, soit dans ma chambre. Encore moins qu'on touche à mon réveil. Sarah était censée être chez elle toute la journée avec Michael. La seule conclusion logique, c'est qu'elle, ou peut-être Ryan, lors de ses visites désormais moins fréquentes mais toujours présentes, avait été dans ma chambre, en train de fouiner. Pourquoi? Que cherchait-il? Le malaise qui résonnait en permanence dans ma vie est devenu une alarme criante. Cette nuit-là, je suis resté allongé, regardant le plafond, l'image de cette horloge modifiée brûlant dans mon esprit. Le sentiment de violation était profond. Ma chambre était mon sanctuaire, le seul endroit de la maison qui m'appartenait vraiment, et elle semblait souillée. J'ai su alors, avec une certitude absolue, que sa parole ne valait rien. Ses excuses étaient creuses. Je ne pouvais pas lui faire confiance. Et si je ne pouvais pas lui faire confiance pour les petites choses, comment lui faire confiance sous mon toit, près de mes enfants, avec ma vie essentiellement ouverte devant elle? La décision s'est solidifiée dans l'obscurité. Sans en parler à personne, même pas à ma meilleure amie, j'ai commandé le lendemain une petite caméra de surveillance discrète sur Internet. Cela me paraissait extrême, un pas que je n'aurais jamais imaginé franchir contre ma propre sœur. Mais l'alternative, vivre avec cette suspicion constante, cette sensation d'être lentement sapé chez moi, n'était plus une option. Il me fallait savoir. Il me fallait voir. La caméra est arrivée dans un petit paquet marron discret. L'installer m'a donné l'impression de faire quelque chose de clandestin, presque honteux, comme si je violais un code familial non écrit, alors que c'était justement mon code, mon sanctuaire qui était violé. Je l'ai placé sur une étagère haute dans ma chambre, partiellement caché derrière quelques vieux albums photos, son minuscule objectif devenant un œil silencieux et immobile, pointé vers mon placard et le reste de la pièce. Je me disais que ce n'était qu'une mesure temporaire, un moyen soit de confirmer mes craintes grandissantes, soit, espérons-le, de les apaiser. Au fond de moi, je savais déjà ce que la caméra allait montrer. Les premiers jours, les images étaient sans intérêt. Moi qui allais et venais, mes filles venant parfois poser une question. Puis, le troisième jour, j'ai avancé rapidement dans les vidéos pendant que j'étais au travail, le cœur battant à tout rompre. Et là, elle était. Sarah. Glissant dans ma chambre comme un fantôme, ses mouvements rapides et furtifs. Elle ne fouillait pas les tiroirs, ne renversait rien. Au contraire, elle se déplaçait avec une précision glaçante, ses yeux balayant la pièce, ses mains touchant parfois des objets, ma boîte à bijoux, les papiers sur ma table de nuit, le bord de mon oreiller. Elle a même pris une photo encadrée de mes filles, l'a regardée longuement, son expression indéchiffrable, avant de la reposer, légèrement de travers. Ce n'étaient pas les gestes de quelqu'un cherchant à voler quelque chose de précis, pas encore. C'était possessif, comme si elle évaluait, cataloguait, absorbait les détails de mon espace le plus intime. C'était une autre forme de violation, plus insidieuse que le vol pur et simple, une appropriation silencieuse du territoire, un brouillage des frontières qui me donnait la chair de poule. Je l'ai confrontée ce soir-là, tentant de garder la voix calme, bien que bouillonnante intérieurement. Je ne lui ai pas parlé de la caméra, pas encore. Sarah, ai-je commencé, il faut qu'on parle de toi qui entre dans ma chambre quand je ne suis pas là. Elle s'est immédiatement mise sur la défensive, la voix acérée. De quoi tu parles? Je ne suis jamais allé dans ta chambre. Pourquoi j'irais dans ta chambre? Le mensonge était si flagrant, si naturel, que j'en ai manqué de souffle. Ne me mens pas, Sarah, ai-je dit, la voix plus froide. Je sais que tu y étais aujourd'hui. Mes affaires ont été déplacées. Elle a ricané en croisant les bras. Oh, arrête. Tu es probablement paranoïaque. Ou alors une des filles est allée là-bas. Tu sais comment sont les enfants. Elle a essayé de détourner la conversation, de manipuler, mais je suis resté ferme.
Non, ce n'était pas les filles. C'était toi. Et je te dis maintenant que ça doit cesser. Ma chambre était mon espace privé. Si ça se reproduit, tu devras trouver un autre endroit où vivre. Je suis sérieuse. Ses yeux se sont plissés, un éclair de quelque chose de laid, rancune, colère, est passé avant qu'elle ne reprenne une expression offensée. Très bien, a-t-elle répliqué. Mon Dieu, tu fais tout un plat pour rien. Mais bon, je ne remettrai plus les pieds dans ta chambre précieuse. Puis elle est partie en claquant la porte de la chambre qu'elle partage avec Michael. L'air vibrait de sa rancune. Pendant une semaine environ après cette confrontation, la caméra n'a rien enregistré d'inhabituel. Sarah évitait soigneusement le bout du couloir où se trouve ma chambre. Les visites de Ryan semblaient aussi complètement s'arrêter, ce qui était un petit soulagement. J'ai commencé à respirer un peu mieux, optimiste prudemment que mon ultimatum avait porté ses fruits. J'ai même envisagé de retirer la caméra. Quel imbécile j'étais. Ce calme n'était que sa façon de se regrouper, de se recalibrer. Puis est venu le jour qui a tout changé. Le jour où la mascarade de soutien et de gratitude fraternelle s'est définitivement brisée. J'avais fait un double service et je suis rentré épuisé, ne souhaitant rien d'autre qu'une douche chaude et mon lit. En passant devant la porte fermée de ma chambre, j'ai remarqué qu'elle était entr'ouverte, juste un peu. Mon cœur s'est immédiatement serré. Je ne laissais jamais ma porte de chambre ouverte, pas même un peu. C'était une habitude ancrée après des années à chercher un peu de calme, loin du chaos joyeux de mes 3 jeunes enfants. Une peur glaciale, aiguë et immédiate a percé ma fatigue. J'ai poussé lentement la porte. La pièce semblait normale à première vue. Mais mes yeux se sont posés sur mon placard. La porte, une de ces portes coulissantes avec miroir, était aussi ouverte, d'1 ou 2 centimètres, mais suffisamment pour signaler que quelque chose n'allait pas. Je la gardais toujours fermée. Mon regard a balayé la pièce, commençant une inspection frénétique intérieure. Tout semblait à sa place. Mais ces 2 portes ouvertes faisaient résonner un mauvais signal, comme une alarme silencieuse. Mes mains ont commencé à trembler. Je me suis approché du placard. Mon reflet dans le miroir était un fantôme pâle et inquiet. J'ai fait glisser la porte un peu plus, mes yeux scrutant les étagères bien rangées, les vêtements suspendus. Et là, je l'ai vu. Ou plutôt, je ne l'ai pas vu. Un de mes sacs à main, un sac en cuir bleu foncé bien précis, avait disparu. Ce n'était pas un sac de marque chère, rien de clinquant, mais c'était le sac où je gardais mon argent d'urgence. Et surtout, l'argent que j'avais méticuleusement économisé pendant des mois pour Noël. 2 500 $, en liquide. Bien caché, pensais-je en toute sécurité, sous une pile de sacs plus anciens et peu utilisés, tout au fond de l'étagère du haut. Ce n'était pas un endroit évident. Il fallait littéralement creuser, savoir que c'était là, ou chercher méthodiquement quelque chose de précieux. Mon souffle s'est coupé, mon estomac s'est noué. La pièce a commencé à tourner. Premièrement, mon argent d'urgence avait disparu. Deuxièmement, l'argent spécifiquement, douloureusement économisé pour le Noël de mes enfants, ce fonds qui représentait tant de déjeuners sautés et d'heures supplémentaires refusées pour pouvoir être plus présente, avait disparu. Troisièmement, Sarah, que j'avais expressément avertie, était soudainement et de façon remarquable introuvable. Sa porte de chambre était ouverte. Les petites chaussures de Michael avaient disparu du paillasson. Une vague de nausée intense m'a submergé et j'ai dû m'appuyer sur l'encadrement de la porte. Ce ne pouvait pas être vrai. Pas elle. Mais la certitude malade qui tournait dans mes entrailles était indéniable. À ce moment précis, j'ai su. Sarah l'avait pris. Mes mains tremblaient si violemment que j'arrivais à peine à utiliser mon téléphone. L'écran lisse devenant flou devant mes yeux. Je bricolais maladroitement avec l'application de la caméra de surveillance. Mon souffle court et haché, incapable de calmer le battement frénétique dans ma poitrine. Le flux en direct montrait juste ma chambre vide et silencieuse. Une tranquillité trompeuse qui faisait bouillir mon sang. Je suis remonté dans les images, mon pouce glissant sur la timeline digitale jusqu'aux heures où je travaillais dur, pour ces mêmes gens qui, à ce moment précis, tramaient probablement cette trahison. Et là, elle était. La vérité, brutale et indéniable, jouée en couleurs granuleuses et implacables. Sarah, ma sœur. Cette fois, elle n'est pas juste entrée en prétendant chercher quelque chose d'innocent. Oh non, c'était calculé, une intrusion effrontée. Et elle n'était pas seule. Ryan était là aussi, son ombre noire collée à elle. Un nœud douloureux s'est serré dans mon estomac. J'ai regardé, le corps raide d'incrédulité horrifiée, pendant que Ryan faisait glisser un objet métallique fin dans la serrure de ma porte.
Une carte de crédit, un crochet qu'il garde pour ce genre d'occasion. Puis la porte, ma porte fermée à clé, s'est ouverte avec une facilité écœurante. Ils étaient en train de cambrioler, comme des vulgaires criminels. Leur efficacité dégoûtante et répétée trahissait des discussions antérieures, peut-être même d'autres incursions que je n'avais pas détectées. Ryan, ce parasite inutile, est allé directement à ma commode, fouillant mes tiroirs, sortant des objets personnels, les inspectant avec un mépris décontracté, avant de les balancer de côté. Pendant ce temps, Sarah, ma propre chair et sang, s'est dirigée droit vers le placard, ses gestes montrant une familiarité glaçante avec mon espace privé. Elle n'a pas hésité, ne s'est même pas retournée. Elle savait exactement où chercher. Je l'ai vue monter sur un petit tabouret que je gardais là, sa silhouette se découpant dans la lumière tamisée, étendre la main avec une certitude prédatrice au fond de l'étagère du haut pour en sortir le sac en cuir bleu foncé. Mon sac. Le Noël de mes enfants. Les sourires futurs que j'avais imaginés, désormais arrachés par ses mains avides. Elle l'a ouvert, a regardé à l'intérieur, et la caméra a capturé un moment qui restera gravé dans ma mémoire à jamais. Son visage s'est tordu en un rictus triomphant et écœurant alors qu'elle brandissait le paquet d'argent, montrant le contenu à Ryan. Il a sifflé bas, visible même sur la vidéo muette, un éclat prédateur dans ses yeux, et lui a tapoté le dos comme si elle venait de gagner un prix. Ils ont passé 45 minutes supplémentaires, longues et insupportables, dans ma chambre, ne se contentant pas de prendre l'argent, mais fouillant tout. Mes lettres d'anciens amis, les journaux où je vidais mes peurs et mes espoirs les plus profonds, mes vêtements, même mon tiroir à sous-vêtements. Ils ont tout touché, leur entitlement sale souillant chaque recoin de mon monde privé, laissant une traînée gluante de trahison derrière eux. Ils ont même eu l'audace sans nom de tenter de tout remettre en place, pour faire croire qu'ils n'étaient jamais passés là, leur geste maladroit et précipité étant une tentative pathétique de couvrir leurs traces dégoûtantes. La rage qui mijotait en moi depuis des semaines, des mois, depuis qu'elle avait emménagé avec son air de blessé en quête de privilèges, a finalement explosé. Un brasier blanc et brûlant, consumant toute pensée rationnelle, ne laissant que ce besoin ardent de confrontation, de justice. Je voulais hurler, tout casser, ressentir une libération physique face à la dévastation émotionnelle qui me traversait comme des éclats d'obus. Comment avait-elle pu, après tout ce que j'avais fait pour elle, pour son fils? J'ai immédiatement essayé d'appeler Sarah, mes doigts frappant l'écran, directement sur la messagerie vocale. Bien sûr, la lâche. J'ai envoyé une pluie de textos, chacun plus furieux, plus désespéré que le précédent. Où est mon argent, Sarah? Sale serpent, voleuse et sans cœur. Comment as-tu pu faire ça à mes enfants, à tes propres nièces? Silence. Seul le rugissement assourdissant de ma propre trahison me répondait. 2 heures éternelles plus tard, alors que j'allais composer le 112, me préparant à l'inévitable, j'ai entendu leur voiture arriver dehors. Sarah et Ryan. Ils sont entrés, riant même de quelque chose. Leur voix légère, Michael traînant derrière eux, fatigué et parfaitement inconscient de la tempête dans laquelle ils mettaient les pieds. La vue de leur indifférence désinvolte, comme s'ils n'avaient pas juste brisé mon monde, a envoyé une nouvelle onde de fureur pure et brute à travers moi. Je les ai confrontés dès leur entrée, la voix tremblante de rage si profonde que c'est un miracle si j'arrivais encore à parler. Où est-il, Sarah? Où sont mes 2 500 $? Elle a eu l'audace de paraître surprise, puis profondément offensée, les yeux écarquillés d'un choc fin. De quoi tu parles? Je ne sais honnêtement pas de quoi tu parles. Ryan se tenait juste derrière elle, un sourire arrogant et provoquant collé au visage. Ouais, quoi, t'as perdu quelque chose? Lança-t-il, le ton dégoulinant d'insolence. Le manque de respect était une gifle physique. Ne joue pas à l'idiote avec moi, ai-je hurlé finalement. Des années de frustration étouffée, d'être la personne raisonnable, de céder à ses besoins sans fin, explosant enfin. Je sais que tu l'as pris. Je sais que toi et ton copain sans valeur avez forcé ma chambre et volé l'argent de Noël de mes enfants. Mes enfants! Le visage de Sarah s'est aussitôt décomposé, en son air bien rodé d'innocence, blessé et en larmes. Comment peux-tu m'accuser d'une chose aussi horrible, aussi ignoble? Je ne ferai jamais ça. Tu as dû le perdre, tu es toujours stressé, tu perds toujours tout. Le gaslighting a été instantané, réflexe, un témoignage dégoûtant de sa nature manipulatrice. Mais je n'ai pas reculé. Pas cette fois. Pas quand les preuves étaient irréfutables. Oh, je ne l'ai pas perdu, ai-je dit, la voix dangereusement basse, dégoulinante d'un venin qui m'a surpris moi-même.
Et j'ai la preuve. Une preuve irréfutable. J'ai tout l'acte dégoûtant filmé, Sarah, chaque seconde. Toi et ton copain minable, crochetant ma serrure, saccageant ma chambre, fouillant mes affaires et volant mes enfants. Ses yeux se sont agrandis, les fausses larmes se sont évaporées comme par magie. La couleur a quitté son visage, le laissant pâle et choqué. Le sourire arrogant de Ryan a enfin vacillé, remplacé par un éclair de peur authentique. Pris sur le fait. La suite du silence était lourde, épaisse, chargée de sa panique d'animal acculé et de ma fureur implacable et juste. Voici la traduction en français, avec un style naturel, clair et percutant pour un locuteur natif. Sarah recula comme frappée, son visage figé dans une expression d'incrédulité. Ryan, toujours opportuniste, tenta de s'avancer, la voix grondante. Attends une minute. Mais je l'interrompis, le regard fixé sur ma sœur, la traîtresse. Tu as jusqu'à la fin de la journée, Sarah, déclarai-je, la voix aussi froide et dure qu'un glaçon dans ma poitrine. Chaque centime de ces 2500 $ doit être remis entre mes mains. Sinon, je jure devant Dieu que je porterai plainte. Je donnerai ces images à la police. Et vous aurez tous les deux à répondre de ça. La menace pesait lourd dans l'air. Sarah se mit à sangloter. De vraies larmes cette fois, épaisses et laides. Tu ne ferais pas, tu ne pourrais pas. Je suis ta sœur. Et Michael alors pleura-t-elle, essayant d'utiliser son fils comme bouclier, comme monnaie d'échange. L'audace était nauséabonde. Tu aurais dû penser à Michael avant de décider de voler mes enfants, répliquai-je, la voix montant. Tu as une famille, tu as des parents. Appelle-les. Peut-être qu'ils pourront te sortir du pétrin que tu as créé. Elle les appela, la même. Sa voix hystérique mêlant vérité tordue et mensonge flagrant, me peignant en méchante, en personne déraisonnable. J'entendis la voix fatiguée et exaspérée de mon père à l'autre bout, puis le ton plus tranchant de ma mère. Mais je n'en avais rien à faire. Je saisis le téléphone. Ne vous mêlez pas de ça, crachai-je dans le combiné. Tous les deux, vous n'étiez pas là pour elle quand elle avait besoin de vous. Et vous n'avez aucun droit de la défendre maintenant, alors qu'elle est clairement, sans équivoque, dans le tort. À moins que vous ne proposiez de rembourser les 2500 $ qu'elle a volés, ça les fit taire rapidement. À 20 heures, l'argent n'était toujours pas réapparu. Le cœur lourd mais la détermination intacte, j'appelais la police. J'expliquais tout, la voix étonnamment calme, et leur envoyais les images pendant que la policière était encore en ligne. Au moment où la voiture de patrouille arriva, Sarah et Ryan, ces voleurs lâches, avaient disparu, ayant sauté dans sa vieille voiture cabossée pour filer dans la nuit, abandonnant Michael derrière sans un regard pour son bien-être. Ils étaient en cavale, mais ils n'iraient pas loin de ça.